Donc, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur cet atelier cybersécurité. Le thème du jour, assez anxiogène, mais vous allez voir qu'on va vous donner quelques pistes pour y voir plus clair sur ce sujet-là. C'est attaque ransomware, comment protéger votre entreprise. Donc, nous aurons la chance ce matin d'avoir Philippe Boulan, responsable cybersécurité chez Inforsud Technologies, qui va nous parler de ce sujet-là en profondeur. Donc, vos micros sont coupés. Je vous invite à poser les questions sur la partie chat et on aura une séance de questions-réponses après l'intervention de Philippe. Donc, écrivez vos questions au fur et à mesure et à la fin, je me ferai le porte-parole de tout ce que vous écrirez. Sachez que ce webinaire est enregistré et qu'on vous enverra le lien par replay. Si jamais vous aviez un souci et que vous avez des problèmes de connexion, que vous n'entendiez pas bien, sachez aussi que le webinaire est diffusé en direct sur Facebook, sur la page de la CCI du Tarn. À la fin du webinaire, je vous mettrai dans le chat un question à satisfaction. Il est important que vous y répondiez parce que si vous voulez qu'on vous envoie la présentation d'un point de vue RGPD, il faut que j'ai votre accord. Donc, n'oubliez pas d'y répondre, comme ça, on pourra vous envoyer des éléments sans aucun problème. Avant de démarrer, on va faire un petit point de nos prochains rendez-vous. Donc, je vais vous parler des 3 prochains rendez-vous que nous avons. Donc, le jeudi 10 mars, donc à la rentrée, la CCI du Tarn vous propose une masterclass sur l'outil Canva. Donc, là, du coup, rien à voir avec les ransomware, on est plutôt dans un outil qui pour permettre de faire des visuels réussis sur les réseaux sociaux. Donc, ça sera un atelier de 3 heures qui est payant pour un coût de 70 € hors taxe. Le 22 mars, on aura une journée e-tourisme en partenariat avec Google qui se déroulera sur Albi, sur lesquels on parlera le matin des enjeux et des nouveaux modes de consommation après Covid dans le milieu touristique. Et l'après-midi, il y aura des sessions de coaching pour les entreprises qui seront intéressées. Là, les éléments l'inscription sera accessible en début du mois prochain. Et le 4 avril sur Castres, on aura un webinaire comment mobiliser vos collaborateurs pour gagner en visibilité sur LinkedIn qui sera animé par Agoravita. Donc ça, c'est un peu pour le côté agenda, sachant qu'on est un peu éloigné du thème de ce jour. Pour revenir par contre au thème de ce jour, on s'est rendu compte aujourd'hui, et Philippe en parlera un petit peu plus sur la partie sécurité, et on en parlait tout à l'heure sur la partie RGPD, que beaucoup de sites Internet des entreprises ne sont pas conformes au RGPD. Donc, la CCI du Tarn a développé un diagnostic RGPD des sites Internet pour vous permettre de faire un point, un instant T, et qu'on vous donne des actions à mettre en place pour qu'ils soient conformes. Alors, c'est un élément qui est important parce qu'on a des confirmations comme quoi la CNIL fait de plus en plus de contrôles à distance. Et le site Internet, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Donc, c'est ce qui est facilement contrôlable pour la CNIL. Et après, derrière, ça peut, si jamais ils en voient le besoin, déclencher un contrôle ou une mise en demeure. Donc, c'est un élément qui est important à mettre en œuvre, que vous soyez bien conforme à la législation en cours, et ça vous évitera quelques soucis. Donc, aujourd'hui, on a mis en place ce diagnostic. On l'a déjà testé sur pas mal d'entreprises avec des bons retours. Donc, aujourd'hui, en plus, on a mis en place un coût qui reste relativement faible par rapport au travail qui est généré, qui est de 150 € hors taxe. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous en dirai plus. Et enfin, avant de laisser la parole à Philippe, je vais vous toucher un petit mot de Presta Numérique. Alors, qu'est-ce que c'est Presta Numérique? C'est un outil qui a été mis en place par les CCI d'Occitanie pour valoriser la filière numérique en Occitanie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises ne savaient pas où chercher leurs prestataires et où trouver les savoir-faire, alors que très souvent, on a des savoir-faire locaux. Donc, on a mis en place ce service qui va vous permettre de trouver des experts sur les thématiques qui vous intéressent. Aujourd'hui, plus de 20 thématiques sont référencées, dont la cybersécurité, et vous allez pouvoir faire des recherches soit en région, soit en département. Pour info, Inforsud Technologies est référencé dans l'annuaire Presta Numérique. Donc, d'un côté, c'est un outil pour valoriser la filière numérique, et de l'autre, c'est un outil d'aide à la décision pour les entreprises qui cherchent un savoir-faire particulier. Donc, vous voyez,
le petit lien qui va avec. Donc, n'hésitez pas. À ce jour, on a 476 prestataires. Ça monte tous les jours. On n'est pas très loin des 500. Donc, voilà. Moi, j'en ai fini. Philippe, je vous propose de récupérer la main. Merci. Hop. Hop. Allez. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Philippe Boulan, donc responsable de l'activité cybersécurité au sein d'Inforsud Diffusion. Et nous allons aujourd'hui aborder une thématique un peu ciblée sur les attaques ransomware, donc type d'attaque qui se développe évidemment de plus en plus et qui est sur un rythme très élevé en ce début d'année 2022. Le but va être de faire un focus sur les moyens à votre disposition pour protéger au mieux l'entreprise, et on va aborder des thématiques aussi différentes que la vigilance vis-à-vis de la messagerie, à savoir détecter, identifier une fraude phishing, spear phishing. On va parler aussi de l'importance des mises à jour sur les équipements. Alors, on ne parlera pas simplement des équipements de type poste de travail, poste nomade, mais également de tout ce qui peut être mis à jour. Donc, ça concerne également les périphériques mobiles comme les smartphones. Et ensuite, on fera un focus sur la sauvegarde qui reste une solution et une réponse efficace dans le cadre d'attaques de type ransomware avec chiffrement des données. Pour pouvoir introduire ce sujet, je propose d'établir une sorte de trilogie qui est malheureusement imparable, qui est l'association vulnérabilité, menace et attaque. Pour qu'une attaque puisse se produire, il faut à l'origine proposer une vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, typiquement, c'est la faiblesse du système. C'est elle qui va autoriser l'attaque à être déployée. Et elle peut s'opérer sous différentes formes. Donc on va parler d'une absence de correctif logiciel ou de système d'exploitation, mais on peut également être sur des éléments de paramétrage un peu trop faibles, un peu trop permissifs, sur des règles de pare-feu qui n'ont pas été revues et qui, pour des raisons de test, par exemple, laissent une porte ouverte sur le système. Donc ça, c'est purement technique, ça concerne la plateforme directement. L'autre type de vulnérabilité, ça va être la négligence. Donc, le fait d'avoir cliqué un peu trop vite, le fait de ne pas être trop attentif au site sur lequel on se rend. Et ça peut être également de la malveillance, tout simplement. Donc, une volonté de nuire par le biais, par exemple, d'un collaborateur qui ne serait plus en phase avec sa direction. Donc ça, c'est le paysage qui va fixer le degré d'exposition de l'entreprise. Ce postulat de départ est soumis à un certain nombre de menaces. Donc là, on parle de la forme. C'est la façon dont l'attaque peut survenir et le type de malveillant qui peut être utilisé pour pouvoir réaliser cette attaque. Donc on va parler de virus, qui est la forme la plus classique. Donc le virus, on le connaît tous depuis très longtemps, et, il a un peu évolué. Il s'appuie pour la plupart des éditeurs et des solutions sur des bases de signatures qui doivent être à jour pour qu'ils puissent être détectés. Et évidemment, on se rend compte qu'on va être vite en limite de capacité quant à la possibilité de prendre en charge d'autres types de menaces. Ces autres types de menaces, c'est le verre informatique, qui va lui muter. Ça va être le logiciel espion ou le trojan. On va avoir du spam également, de l'hameçonnage et l'ingénierie sociale qui vont être des techniques de fraude. On le verra tout à l'heure dans le cas du phishing, spear phishing, qui vont s'appuyer sur soit un caractère, pourquoi pas d'empathie, soit un caractère d'urgence. On va vous mettre devant un fait accompli, bien souvent pour pouvoir initier la fraude et vous mettre également dans une situation de gestion rapide de ce qui vous est demandé. On va retrouver des attaques par déni de service. Donc ça, c'est tout simplement le fait de saturer la capacité, par exemple, d'un site web. En lançant un grand nombre d'accès sur ce site, on peut arriver à ce qu'il ne puisse plus répondre puisque pas apte à gérer le nombre de sessions qui s'annoncent. Et enfin, tout type de logiciel malveillant,
embarqués dans différentes routines. Donc ça, sur cette forme-là, menace, bien souvent, on est encore sur des antivirus classiques. De plus en plus, on doit évoluer vers des solutions qui prennent en compte le comportement, donc des solutions qui embarquent de l'intelligence artificielle, qui vont observer ce qui se passe sur les différents postes et qui vont dicter des blocages, des règles de filtrage. Donc, je pense aux solutions qu'on appelle EDR ou XDR, qui sont des extensions naturelles de l'antivirus et qui vont permettre à votre environnement d'être bien plus sécurisé. L'attaque, donc elle, c'est vraiment l'action malveillante. Elle est destinée à porter atteinte alors à la sécurité d'un bien, ça peut être à le rendre inaccessible. On parle à ce moment-là, pourquoi pas, de chiffrement de données. Ça peut être également dans un but de récupération de données. Donc là, on va avoir affaire à une attaque de type fuite de données. Et cette action, elle concrétise la menace par l'exploitation d'une vulnérabilité. Donc, le premier travail d'un hacker, de toute façon, va être, dans sa phase de collecte vous concernant, récupérer un maximum d'informations. Donc, ça peut être des adresses IP, ça peut être des URL, tout un tas d'informations vraiment spécifiques à l'entreprise qui vont permettre de lancer un scan de vulnérabilité. Et à partir du moment où on aura identifié la vulnérabilité, il sera assez aisé de lancer un exploit derrière qui permette évidemment de nuire. Alors, je vous ai mis comme exemple les cyberattaques les plus courantes dont doit se protéger Airbus. Alors, c'était dans un but périmétrique très large, puisque cette entreprise ayant vraiment des préoccupations et des infrastructures étendues est proie à tout un tas d'attaques. Donc, on a retrouvé sur le système d'exploitation sur du vol de données, hein, c'est un peu ce qu'on citait tout à l'heure dans la menace. On va avoir de la compromission d'informations, évidemment. Et cette entreprise doit faire face à ça pour tout type d'éléments, système d'information touchant son infrastructure. Donc, on va entendre par ça tout simplement des bâtiments, des équipements complètement industriels, évidemment la partie administrative. Et là, on voit bien que cette entreprise doit faire face au jour le jour à un nombre certainement de tentatives très important. Ce que j'ai constaté, moi, dans les entreprises type PME, PMI, sur des équipements par feu en place, c'est entre 500 et 800 tentatives d'intrusion par semaine. Donc, on parle là d'entreprises entre 50 et 100 utilisateurs, même moins dans certains cas de figure. Donc, ce type de tentative est courant. Et bien sûr que l'équipement qui va permettre de faire un premier filtrage sur ce type de tentative va assurer une certaine tranquillité, dans la mesure où j'aime à dire qu'à défaut d'avoir une sécurité à 100% sur la partie périmétrique du système d'information, le but, à minima, c'est de dissuader. Et lorsque le scan est lancé à votre destination, si vous dissuadez, l'attaquant passera très vite au voisin d'à côté, qui lui-même, s'il est moins protégé, deviendra une cible potentielle beaucoup plus intéressante. Donc, tout ça pour vous dire que les différents mécanismes logiciels, matériels qui permettent de gérer un peu cette protection périmétrique sont importants parce qu'elles vont vous permettre, dans la plupart des cas, de faire face aux attaques courantes et de ne pas être impacté. Dans le cadre du panorama des attaques actuellement, on a une tendance qui avait été celle de 2021, qui est confirmée en 2022. Et la tendance est que le phishing et le spear phishing restent un vecteur important dans le fait d'initier des attaques, alors ciblées ou non ciblées, mais surtout par le biais de l'outil, puisque la messagerie est un outil qui est évidemment répandu sur toute la planète. Les chiffres, c'est à peu près 5 milliards d'échanges par jour de mails, à des conditions avantageuses d'accès, puisque les messageries peuvent être gratuites, et les attaquants sont sûrs de toucher un grand nombre à peu d'efforts et de coûts. Donc, ça reste un vecteur important. Ça joue également sur l'humain.
Donc ça, on verra plus tard que ça peut être également une partie importante des mécanismes de sécurité de l'entreprise. Second vecteur, l'exploitation d'une faille. Donc on parlait tout à l'heure de la vulnérabilité. On est typiquement dans cette problématique-là. On a eu un grand nombre de correctifs qui ont été fournis par les différents constructeurs logiciels déjà depuis le début d'année. On a Microsoft qui a proposé de mettre à jour plusieurs fois, par exemple, la partie système d'exploitation, mais également tout ce qui était lié à la messagerie Microsoft Exchange. Le but, évidemment, c'est d'éviter les attaques zero day. Attaque zero day qui, elle, se produit lorsque le correctif n'a pas encore été complètement développé par l'éditeur, ce qui permet, dans le cas d'une identification de cette faille, d'offrir évidemment une possibilité assez importante aux attaquants. L'arnaque au président, alors un petit peu en baisse par rapport aux dernières vagues d'attaques. Bon, c'est une attaque qui est spécifique plutôt sur des comptes un peu plus importants, ETI et grands comptes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous demande de réaliser un virement d'une somme relativement importante, la plupart des entreprises, que ce soit des TPE, TPU ou PME, PMI, ont des mécanismes de vérification qui évitent d'être atteints par ce genre de pratiques. Par contre, les grandes entreprises qui ont à gérer souvent ce genre d'opérations peuvent se faire avoir. Pourquoi? Parce que dans ce qui est annoncé typiquement dans le message, on retrouve bien les acteurs habituels qui participent à ce genre d'opération et on peut être peut-être un peu moins vigilant dans l'analyse du message. Les autres attaques, je vais les passer rapidement, donc des tentatives de connexion par brute force. Donc là, on parle bien de tentatives de récupération du mot de passe associé à un identifiant. Malheureusement, sur Internet, que ce soit au niveau des comptes Facebook, mais également de tout un tas de services présents sur le web en mode cloud, on va avoir énormément de tentatives de ce type-là, puisqu'on va héberger un grand nombre de comptes. Donc, évidemment, ça devient une cible privilégiée. Bon, on retrouve les attaques par déni de service. On va retrouver également de l'exfiltration par une personne. Donc ça, c'est la malveillance qu'on appelle man in the middle, c'est-à-dire que la personne est déjà dans l'organisation. Ça peut tout bien être un collaborateur en froid ou ayant des velléités malveillantes. Ça peut être également un prestataire introduit chez vous, même si ça peut paraître un peu délicat. Dans des organisations de grande taille, ça peut s'entendre. Et voilà, on va retrouver tout un tas d'outils, donc attaques indirectes, etc. Donc, vous voyez qu'on a un panel assez large. Nous, on va se focaliser en fait sur les attaques les plus courantes, celles qui sont lancées en masse et qui sont des attaques opportunistes. Donc, j'entends par là qu'à partir du moment où on a découvert des cibles, on a identifié une vulnérabilité, eh bien là, le but, ça va être de l'exploiter. Donc, l'opportunité va être par la découverte. Pourquoi la France devrait être un peu plus, je dirais, attentive à tout ça? C'est qu'elle est le 4e pays le plus touché dans le monde. Donc là, je suis sur des informations que Sophos a relevées en fin d'année dernière. Vous voyez qu'on n'est pas très loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, devant des pays comme l'Allemagne, par exemple. Ça veut dire qu'on est devenu une cible de choix. Alors, pour des raisons multiples qui ne sont pas forcément liées au niveau de sécurité dans les entreprises, ni aux conditions sanitaires, puisque de toute façon, les conditions sanitaires ont été les mêmes pour tout le monde, mais qui sont probablement liées aux usages. Donc, on devient une cible privilégiée pour ce type d'attaque. Dans les chiffres du CESIN 2022, donc actualisés à ce début d'année, le taux de victimes d'une attaque n'a pas spécialement augmenté par rapport à l'année dernière. Le problème de ces chiffres, c'est qu'on est sur du déclaratif. Donc, c'est basé sur les entreprises qui ont souhaité faire un retour d'expérience sur un incident cyber. Alors, la grande problématique de notre environnement, c'est que lorsque vous êtes victime d'une attaque,
il y a plusieurs choses à envisager, comme la communication associée, comme également le fait de porter plainte et également de pouvoir faire un retour sur le sujet. Et bien malheureusement, la plupart des entreprises choisissent de ne pas le faire, de ne pas communiquer et tronquent un peu la réalité en masquant ce qui leur est arrivé. Donc, typiquement, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais le fait de signaler ce genre de choses est important. Alors, que faire par rapport à ces offensives? Y a-t-il une solution ou plusieurs solutions? Comment prioriser en fait ces choix par rapport à ce type d'attaque? Eh bien, ce qu'ont choisi majoritairement les entreprises, c'est de lancer des campagnes de sensibilisation aux utilisateurs. Et en ça, on se met en conformité par rapport aux préconisations du gouvernement, de l'ANSSI notamment, qui propose à intervalles réguliers de former et sensibiliser ses collaborateurs. Ça a un rôle important également dans certains aspects plus pratiques et administratifs liés au système d'information. Je pense notamment aux assurances cyber et aux commissaires aux comptes qui peuvent vous demander de réaliser ce genre de choses. Pardon. Donc, ce sont en fait des mises en conformité par rapport à des règles d'hygiène et du système d'information, de bonnes pratiques. Et ces éléments-là vont être principalement véhiculés par les formations. Déployer un EDR, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Continuité par rapport à l'antivirus. L'EDR va être efficace dans la mesure où il va prendre en compte une attaque dont l'origine n'est pas connue dans une base quelconque de signature virale. Donc, on va parler de zero day, c'est-à-dire que l'attaque qui ne fournit pas de correctif va pouvoir être identifiée. Et on parle également de fileless, c'est-à-dire une attaque qui ne nécessite pas de déposer physiquement un malveillant sur le système, mais qui, par l'intermédiaire d'outils existants dans le système d'exploitation, va proposer de se déplacer d'un poste à l'autre. On appelle ça du déplacement latéral. Et on va utiliser, par exemple, des outils tels que PSExec, qui est fourni avec Windows pour prendre la main à distance. Puis, on va transférer avec le logiciel de transfert intelligent de Windows. Et on va arriver à la cible, pourquoi pas la chiffrer et nuire au système. Les scans de vulnérabilité et le management des correctifs, donc ça, c'est un élément important. Alors, qui devrait faire partie intégrante de nos habitudes. Pourquoi? Parce que scanner à intervalles réguliers nos systèmes pour identifier d'éventuelles vulnérabilités et les corriger par la suite semble être évident. Et pourtant, dans les chiffres qui sont proposés, la plupart des attaques s'opèrent sur des systèmes non patchés, dont le correctif est disponible pourtant depuis plusieurs mois. Donc, on a un décalage entre notre capacité à identifier nous-mêmes, alors quand je dis nous-mêmes, c'est l'entreprise, pourquoi pas plus un prestataire cyber qui puisse identifier rapidement les vulnérabilités et après appliquer un cycle de mise à jour des correctifs. Et là, typiquement, on est sur de l'administration des systèmes qui nécessite de mettre à jour régulièrement les éléments. Ça, on y reviendra un peu plus tard, on fera un focus sur cette partie-là. On va parler de durcissement d'Active Directory également, qui est l'annuaire Windows qui permet d'authentifier les postes, les comptes utilisateurs et d'autoriser l'accès aux ressources de manière granulaire. Donc là, souvent, on est sur des systèmes qui ont évolué au travers des années, qui sont passés d'une version à une autre. Et là, on n'est pas forcément sur une revue des éléments de sécurité, le composant. Donc, l'ANSSI a mis à disposition un document qui s'appelle Point de contrôle Active Directory, qui permet, sur une quarantaine ou une cinquantaine de critères, de faire un inventaire et de voir si notre Active Directory est bien intègre ou pas. Bon, après, on va parler de détection de SOC. Là, on est sur Security Operations Center, des entreprises ayant des équipes SSI avec des ressources. Donc, évidemment, ça va s'adresser à des entreprises de taille beaucoup plus importante.
On va être sur de l'analyse de filtrage de mails, important, parce qu'évidemment, la messagerie, comme tout type de composant du SI, se doit d'avoir un système de protection en amont, donc qu'il soit externalisé ou en interne sur le système. On va parler d'exercices de gestion de crise, mais comme pour le SOC, on est sur des entreprises matures qui disposent d'équipes spécifiques pour la gestion de crise. Et enfin, on va être sur la sécurisation des backups. Ça aussi, c'est un des volets de notre thématique d'aujourd'hui. Intégration également de threat intelligence. Donc, ça va être la détection intelligente de tous les mécanismes malveillants. Et là, on peut être sur des choses avancées qui peuvent être offertes par des produits des éditeurs sur vos postes et serveurs. Et enfin, le dernier cas, segmentation de réseau, qui est importante et qui pourrait notamment, quand on produit, donc je parle de la partie industrielle dans laquelle on a une partie administrative, une partie atelier, de segmenter les réseaux en VLAN, donc pour permettre de ne filtrer et de ne laisser passer que le strict minimum entre les réseaux et préserver ainsi la partie production. Donc, voici les principales réponses aux menaces. Évidemment que la réponse, elle est dans quelque chose qui va conjuguer un peu tout ça, puisqu'on n'apporte pas une réponse aux menaces par un seul type de mise en œuvre. C'est une conjugaison de tout ça qui va permettre de sécuriser le système et toujours à l'esprit en adéquation avec la taille et les moyens de l'entreprise. Donc, il est inutile de partir sur des idées de sécurisation extrêmes pour une entreprise qui a peut-être une exposition un peu moins importante et puis surtout qui n'aurait pas les moyens de mettre en place tous ces mécanismes pour bloquer les différentes menaces. Alors, dans la problématique ransomware qui nous occupe aujourd'hui, j'ai souhaité décliner les deux typologies exactes pour bien comprendre le mécanisme et comment s'opère le déploiement du ransomware. Le premier, c'est un ransomware locker. Alors, on a tendance à le perdre de vue. Pourquoi? Parce que son but, c'était de bloquer des fonctions de base de l'ordinateur, comme une incapacité à accéder au bureau, l'impossibilité d'utiliser le clavier, etc. C'était adressé aux particuliers, au plus grand nombre. Et ça ne ciblait pas spécialement les fichiers critiques, ça bloquait certaines parties du système d'exploitation. Donc là, le but, c'est de verrouiller l'ordinateur. Et il y a évidemment peu de chances qu'il y ait des données chiffrées derrière. Donc ça s'opère par le biais du pop-up que vous obtenez sur la droite, où on vous dit que le FBI a bloqué l'accès de votre ordinateur, etc. Donc ça, c'est une typologie que je vois de moins en moins et qui a existé il y a quelques années, et encore une fois, plutôt à l'usage des particuliers, voire des TPE, vraiment parce que ça touchait le plus grand nombre et qu'il n'y avait pas d'objectif derrière vraiment en nombre. Contrairement au crypto qui, lui, est une forme organisée de banditisme et de groupes ransomware qui, même entre eux, échangent et sont à même de nuire sur les systèmes. Donc là, le but, c'est, dans ce cas du ransomware crypto, de chiffrer des données importantes, alors des documents, mais ça peut être des machines virtuelles, des bases de données. Le problème de ce ransomware, c'est qu'évidemment, il bloque l'accès au système. Il est très délicat d'arriver à identifier la clé. Alors même si on lance des analyses avec des entreprises spécialisées dans cette partie déchiffrement, on va avoir énormément de mal à récupérer les données. Le problème aussi, c'est que le temps imparti joue. Donc, il va falloir trouver des mécanismes pour que l'activité puisse reprendre au plus vite. Le souci de ce type de ransomware, c'est le fait de payer la rançon pour récupérer le fichier. Il n'est évidemment pas conseillé de payer la rançon pour plusieurs raisons qu'on va énoncer. La sauvegarde reste, dans ce cas de figure, la solution la plus fiable et la plus réactive. On verra tout à l'heure dans le volet sauvegarde que dans la méthodologie, il faut également
prendre en compte l'état intègre de la sauvegarde avant de se lancer à corps perdu dans une restauration motivée évidemment par le retour à la normale le plus rapide possible. La rançon, le problème donc de paiement de rançon, pour moi, pose 3 problématiques. La première des problématiques, c'est qu'évidemment, on n'a aucune assurance de récupérer les données. C'est-à-dire que même si les groupes ransomware vous assurent que vos données pourront être déchiffrées avec la clé qui vous sera communiquée, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique du tout. Eux légitiment ça par le fait que pour exister, il leur faut absolument restituer la clé. Et pourtant, la clé de déchiffrement n'est restituée que dans un nombre assez faible de cas de figure. Donc déjà, éviter complètement cette tentation qui est de payer. En payant la rançon également, on devient un client assez favorable et éligible à une deuxième démarque, c'est-à-dire que ayant payé une fois, le groupe ransomware va vite comprendre que voilà, vous avez une tendance à être assez favorable à cette solution et vous allez payer, pourquoi pas, une seconde fois pour ce type d'attaque. La troisième des choses, c'est que le paiement cautionne le système et évidemment ne permet pas de faire disparaître ce genre d'attaque. Donc, en évitant de payer, on évite aussi de cautionner le système et pourquoi pas jusqu'à un jour faire disparaître ce type d'attaque. On en est bien loin, évidemment. Donc, il vaut mieux trouver d'autres mécanismes pour pouvoir revenir à la normale en cas d'attaque de ce type. Alors, comment réagir après une attaque de type ransomware? Bon, la première des choses à faire, c'est déjà d'isoler le ou les éléments qui ont été impactés ou qui sont à l'origine d'ailleurs de l'attaque. Donc le but, c'est de les sortir du réseau. Donc si vous êtes sur une méthode qui ne dispose pas de mécanismes évolués pour traiter cette problématique, vous déconnectez le câble réseau. Et si vous souhaitez porter plainte et lancer une investigation avancée, vous n'éteignez pas le système parce que la plupart du temps, le malveillant n'est plus présent, n'est pas présent sur le disque, mais il peut être présent en mémoire. Donc, le but dans l'analyse qu'on appelle forensique de l'incident, c'est de pouvoir l'identifier et de pouvoir identifier tous les éléments ayant servi l'attaque. Donc, dans ce cas-là, si on a une volonté d'aller plus loin dans la démarche, on va laisser le poste allumé, on va l'isoler. Alors, je vous disais qu'on l'isole par le biais de la déconnexion du câble réseau. Les solutions type EDR, XDR ont ce qu'on appelle une possibilité de quarantaine du poste qui, en cas d'attaque avérée, peut automatiquement placer le poste en mode quarantaine et donc complètement isolé du reste du réseau. Donc, l'avantage de cette option, c'est de gagner du temps également sur la propagation de l'attaque, puisque si le logiciel qui a détecté, évidemment, à peu près au même moment ou des fois un peu avant vous l'attaque, vous place le poste en quarantaine, vous gagnez du temps et vous réduisez la surface d'exposition de l'attaque. En tout cas, c'est une première mesure à prendre dans ce cas-là. Alors, ne pas payer la rançon, évidemment, mais s'appuyer sur un système de sauvegarde adapté, en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Donc, on verra tout à l'heure que dans la prise en charge et la mise en œuvre des sauvegardes, on a un côté granulaire qui peut nous aider à aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait bien souvent actuellement. Donc là, le but, ça va être de s'appuyer sur une sauvegarde qui soit fiable. On a des outils désormais sur le marché qui scannent également l'intégrité de la sauvegarde avant de restituer le contenu. Donc, des produits de sauvegarde évolués nous permettent de faire ça. Donc, on va plutôt choisir cette solution. Choisir comment communiquer. Alors déjà en interne, comment on annonce à nos collaborateurs qu'on a été touché par une attaque. Donc, c'est un vrai exercice de style en fait. Pourquoi? Parce que il va falloir être relativement transparent sur ce qui s'est passé, tout en montrant qu'on est dans quelque chose, une démarche active
de traitement de la malveillance. Et il faut dégager quelque part une certaine sérénité aussi pour que les collaborateurs soient le plus possible en confiance, mais également si c'est à l'externe pour que vos clients, vos partenaires aient une vision active de la démarche entreprise et pas une vision où on pourrait constater que l'entreprise subit et ne met pas les moyens nécessaires à un redémarrage d'activité rapide et sécurisée. Alors évidemment, ne pas communiquer, c'est le pire, puisque si vous ne communiquez pas sur une attaque, ça ne veut pas dire que vos clients ou vos partenaires l'apprendront par un autre biais. Il est toujours désagréable d'avoir une communication qui se fait en parallèle et qui nous échappe. Évidemment, c'est un problème d'image après, derrière, par rapport à ce type d'attaque. Alors, s'appuyer sur les méthodes éprouvées, pour traiter un incident, en fait, au-delà du fait de ne pas éteindre le système, de le sortir du réseau, etc., il y a une certaine méthodologie et il y a également un certain nombre d'outils à utiliser. Donc, moi, je vous engage à solliciter une expertise sur le sujet, à moins, bien sûr, d'avoir des équipes en place au sein de l'entreprise pour pouvoir mener à bien la mission. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des passages obligés avec des points de passage de validation qui vont permettre d'aller, dans ce cas-là, jusqu'à la restauration du contenu de la sauvegarde, mais en ayant tenu compte de tout un tas de critères qui permettent de, évidemment, valider l'intégrité complète de la sauvegarde des machines présentes sur la sauvegarde. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un déroulé qui nous assure un bon fonctionnement et une bonne démarche méthodologique. Ensuite, ce qui est important, c'est d'identifier le cheminement de l'attaque. Donc ça peut s'avérer précieux. Si c'est rentré par la messagerie, que c'est rentré par un nombre restreint, voire unique de comptes, c'est aussi pouvoir par la suite se mettre en ordre de marche pour pouvoir mener des campagnes de phishing, pourquoi pas, et également pouvoir faire de l'information et de la sensibilisation en entreprise. Donc, dans ce cas-là, identifier le cheminement, ça permet aussi de mesurer la portée de l'attaque. On va à ce moment-là dresser une cartographie des éléments qui sont touchés par l'attaque et ça va éviter de se précipiter pour la restauration des systèmes, puisque là, le cheminement va nous aider à restaurer de manière vraiment beaucoup plus sereine avec ces fameux points de passage qui vont être validés par les équipes. Enfin, en dernier lieu, ce qui est important, c'est de capitaliser sur la gestion de l'incident. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de se poser des questions clés qui vont, pourquoi pas, orienter à un durcissement du niveau de sécurité à l'aide d'équipements, de paramétrage. Toujours pareil, sur de la sensibilisation. Et ensuite, cette occasion est vraiment opportune pour nous permettre de revoir des processus, mais également de mettre en place des procédures. Pourquoi ? Parce que l'expérience incident cyber va nous rendre quelque part un petit peu plus forts et puis surtout, elle va nous permettre une prise de conscience du risque et pourquoi pas petit à petit nous orienter vers une vraie analyse de risque de manière à pouvoir mettre en place tous les mécanismes de sécurité associés. Donc voilà pour cette thématique. En conclusion de cette partie ransomware, évidemment, je souhaitais illustrer. Donc malheureusement, le nombre d'attaques est tellement important que je ne peux pas vous faire un panel exhaustif. Ce qu'on peut noter, c'est que tout type d'organisation, d'entreprise, collectivité, établissement de santé est visé. Là, il n'y a pas de code de déontologie ni quoi que ce soit. Tout le monde est visé. Pourquoi ? Parce que derrière, évidemment, on a affaire à des groupes organisés et mafieux. Donc, potentiellement, tout le monde est touché. Donc, moi, les remarques que j'entends assez souvent, c'est la remarque qui dit que, évidemment, vu la taille de l'entreprise ou l'activité de l'entreprise, on se sent un peu étranger à tout ça. Bien, pas du tout. En fait, on a tellement d'exemples des années écoulées sur des cibles
qui elle-même pensait ne pas faire partie des cibles potentielles, que tout le monde est réellement dans une problématique cyber avancée. Donc, dans les exemples, on a des fuites de données, c'est récent, hein, BMW, Citroën, Peugeot, Ford, des bases de données Mastercard piratées et évidemment tout un tas d'exemples vraiment assez parlants sur le sujet. On avait Solware l'année dernière sur la partie logicielle qui a été immobilisée, hein, qui a bloqué 1300 utilisateurs et avec des redémarrages en mode dégradé. Et donc, voilà, le mot d'ordre, c'est de se dire on est concerné et on doit absolument traiter de front cette problématique et ne pas croire que, de par son activité, on peut passer à travers. Un dernier chiffre, c'était le 700 millions de dollars versés en 2020, ransomware. Sur les 700 millions, je n'ai pas le chiffre exact des restitutions de clés de déchiffrement. Mais évidemment, on est dans des proportions beaucoup plus faibles. Donc, ne pas succomber parce que 700 millions de dollars, ça commence à être vraiment une manne importante et on comprend pourquoi des groupes organisés peuvent être derrière ce type d'attaque. Voilà, je conclue sur la partie ransomware. On va aborder une autre thématique qui évidemment est liée étroitement aux attaques ransom. Cette problématique, c'est au niveau de l'ingénierie sociale, la partie phishing, spear phishing. Donc là, on va voir qu'on est sur des considérations différentes et une organisation de l'attaque également un petit peu différente entre les deux cas. On a en tout cas dans le processus d'ingénierie sociale toujours le même mécanisme. Le premier élément qui va être utilisé par les malveillants est un élément de recherche, de collecte, où là, on va s'inquiéter de savoir ce qui est accessible pour une cible potentielle. Donc, la cible potentielle, bien sûr, c'est l'entreprise. Donc, ça peut être un événement d'actualité ou d'intérêt. Une fois qu'on aura cerné en fait, ces cibles, on va identifier le meilleur moyen de les aborder. Donc, pour ça, on va recueillir tout un tas de renseignements. Donc, ça peut être, par exemple, identifier un collaborateur de telle entreprise qui soit dans l'activité, par exemple, comptabilité, et sur lequel on va identifier les liens et également l'adresse email de manière à pouvoir l'adresser directement. Donc, tu as toujours la même procédure de recherche. Ensuite, on va mettre en avant un prétexte. Et ce prétexte, ça va être une histoire qui est en fait factice, mais avec un niveau de crédibilité important. Il faut que la requête paraisse la plus crédible possible, bien sûr. On va bâtir une relation ou établir un contrôle. Alors, bâtir une relation, là, on va être dans un contact qui va être sympathique, qui peut aller même jusqu'à l'empathie. On va vraiment mettre la personne en confiance. Et à ce moment-là, on va pouvoir initier la tentative de fraude sur ces critères-là. L'autre possibilité, c'est d'établir le contrôle, c'est-à-dire que là, on va pousser la cible à agir sous influence. Donc, on va mettre en avant les caractères d'urgence, on va parler régularisation, etc. Donc, c'est des choses qui vont motiver les cibles à agir et pas forcément, évidemment, dans le bon sens. La troisième étape, après avoir établi ce prétexte et cette relation, ça va être l'extraction de données. Et là, on va obtenir des renseignements. Donc, ça peut être des renseignements financiers, ça peut être des informations plus générales dans certains cas. Ça va être également des identifiants à récupérer, permettant l'accès à certains environnements. Et ça va être également la possibilité de demander des transferts d'argent. Donc, vous voyez qu'on a un panel assez large de possibilités sur l'extraction. La finalité de tout ça, évidemment, c'est d'obtenir au mieux, je dirais, entre guillemets, de la donnée, au pire, une rétribution financière, avec comme scénario de clôture la fin de la relation avec, dans la gestion du relationnel,
Un découragement sur le fait de communiquer sur ce qui vient d'être traité. On va mettre beaucoup de culpabilité en place, on va vraiment agir avec une pression forte sur la personne. Et à ce moment-là, eh bien, on va empêcher la personne de communiquer par ce biais-là, jusqu'à brouiller les pistes, disparaître et évidemment clôturer l'attaque. Donc, vous voyez, c'est une méthodologie bien éprouvée, avec toujours ces mêmes étapes de collecte, de relation, d'exploitation finalement de la vulnérabilité identifiée, jusqu'à l'exécution de l'attaque. Donc, là-dessus, évidemment, le facteur humain, donc IT4Business nous citait 90%, c'est des chiffres qui peuvent varier, on est quand même toujours autour de ces proportions-là. Donc, l'attaque a moins de chances d'être effective si le niveau de vigilance est important. Pour développer le niveau de vigilance, il va falloir identifier l'attaque avant qu'elle ne puisse réellement s'établir et se produire. Deux types d'attaques autour donc de phishing, spear phishing. Phishing, c'est quelque chose de beaucoup plus global, c'est quelque chose qui se produit en masse. Donc, les messages qui sont envoyés sont quasi similaires. On voit qu'ils sont très peu personnalisés. Ils usurpent souvent une identité, donc ça peut être un organisme, une entreprise. On respecte à ce moment-là grossièrement la charte graphique qui est employée d'habitude. Et puis surtout, on ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Donc là, on vise des centaines, voire des milliers de destinataires. Le but, c'est en lançant en nombre l'attaque, d'espérer, même si le pourcentage est faible, d'avoir un nombre de retours qui puisse être intéressant pour initier la mise en relation. La seconde attaque, qui est celle du spear phishing, est beaucoup plus fine, puisqu'elle propose de cibler complètement et de s'appuyer sur une charte graphique et un niveau de connaissance de la cible important et avancé. Donc, ça veut dire que là, on semble vous connaître. On peut même faire référence à un dossier que vous avez traité. On est un organisme qui a l'habitude d'évoluer avec vous. Donc, la subtilité, c'est que comme cette attaque est très personnelle, elle va évidemment interpeller beaucoup plus le destinataire, mais pas forcément dans le bon sens. Donc, pour pouvoir répondre à cette interprétation, il va falloir identifier des éléments qui vont composer le premier message de mise en relation entre l'attaquant et sa cible. Donc, j'ai pris un exemple très simple donc, qui me concerne, puisque c'était une notification PayPal avec un numéro de cas, une alerte me précisant que mon compte est temporairement limité. Dans ce message, on me dit que voilà, mon compte est limité, il me faut me connecter pour comprendre ce qui s'est passé et ensuite régulariser la situation. Pour pouvoir vraiment analyser ce message, je vais disposer de mécanismes qui vont me permettre déjà d'identifier les ficelles de l'attaque. Et dans les ficelles de l'attaque, bon, j'ai un élément qui est prépondérant, qui est l'expéditeur. Et l'expéditeur, dans tous les cas de figure, pour vos usages courants, doit correspondre à une habitude ou, dans le pire des cas, à quelque chose de crédible. Dans le sens crédible, j'entends un nom de domaine existant ou éventuellement une adresse avec qui vous avez l'habitude d'échanger régulièrement. Dans ce cas-là, on peut facilement identifier donc le mail de l'expéditeur et se rendre compte que ce n'est pas un mail légitime et qui est probablement sur des bases connues de blacklist de mails identifiés comme malveillants. Donc ça, premier élément à vérifier. La seconde des choses, c'est dans le corps du message, la correction de l'orthographe et de la partie grammaticale. Donc là, typiquement, on vous voit et tout d'un coup, que devras-tu faire?
Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas cohérent, puisque lorsqu'une organisation, lorsqu'un client ou un partenaire, un grossiste, n'importe quoi vous écrit, il va écrire avec des critères d'orthographe évidemment maîtrisés et rarement passer du vous au tu dans la structure du message. Troisième élément, ça va être le lien qui vous est proposé. Alors, ça peut être également un fichier joint. Hein, et là, dans le fichier joint, bien, il faudrait que dans ce que vous avez traité ces derniers temps, éventuellement avec l'émetteur, vous soyez sur un sujet connu, parce qu'en aucun cas, on ouvre un fichier dont on ne connaît pas la provenance, ni en fait la teneur exacte. Donc, sur le lien, on a la possibilité évidemment de passer la souris sur le lien et de vérifier que le site, l'URL de destination soit bien cohérente par rapport à l'organisme qui vous écrit. Donc, typiquement, on devrait avoir un lien PayPal avec quelque chose de cohérent. Et là, évidemment, on a une redirection d'URL vers un domaine masqué qui va probablement nous entraîner vers quelque chose de bien moins légitime. Donc, pour ça, il y a une vigilance sur ce point-là. Et puis, il y a également un critère qui nous dit que il est très rare qu'on vous propose de vous connecter directement avec un lien dans le corps du message. On vous invite surtout à vous connecter sur vos espaces personnels pour vérifier des éléments que vous auriez reçus ou certaines clauses de mise à jour, etc. Donc, dans tous les cas de figure, en passant la souris légèrement sur le lien, on arrive déjà à vérifier la légitimité. Pour aller un peu plus loin, et pour les entreprises qui utilisent notamment le client de messagerie Outlook, on a la possibilité pour chaque message, lorsqu'on a ouvert le message, de faire un fichier propriété. Et avec ce fichier propriété, on va avoir l'origine exacte du message. Donc, on va savoir quel serveur de messagerie a reçu le message, depuis quel autre serveur. On va également avoir le niveau de sécurité. Donc, par exemple, dans le corps du message en rouge, on a la TLS 1.2 qui est un niveau de sécurité du système de messagerie qui permet de vérifier que le chiffrement est actif. On va avoir des informations sur l'émetteur réel. Alors, pourquoi je vous dis l'émetteur réel? Parce qu'on arrive à masquer sur la page du message principal l'origine réelle. Par contre, si on édite les propriétés du message, on va avoir l'émetteur tel qu'il a été décliné lorsqu'il a initié le message. Donc, ça nous donne le niveau d'information exact sur l'émetteur. Ça nous donne évidemment le domaine de destination. Une signature, alors là, on parle de DKIM, c'est un système qui permet de vérifier l'authenticité du domaine avec lequel on échange. Donc là, c'est intéressant parce que par cette procédure DKIM, on sait que la signature est vérifiée et que les mécanismes de messagerie sont intègres concernant notre émetteur. Et ensuite, on va voir éventuellement quel est le biais par lequel le message a été envoyé. Donc là, typiquement, il s'agissait, dans le cas d'exemple, d'une liste de diffusion. Et la liste de diffusion était créée par l'émetteur qui est cité en rouge dans le list owner. Donc, vous voyez, là, j'ai disséqué très rapidement l'émetteur. Je sais quel est le serveur de messagerie qui me l'a envoyé. Je connais l'adresse exacte de l'émetteur, y compris l'adresse IP publique qui identifie clairement l'origine. Et ensuite, je suis capable de vérifier les mécanismes de sécurité du message ainsi que le compte depuis lequel a été envoyé le message. Comment identifier les indicateurs de fraude? Alors, on a un certain nombre d'indicateurs marqués que l'on retrouve systématiquement pour pouvoir identifier exactement l'origine, enfin, le motif de la fraude. Bon, la première, quelque chose de classique, ça va être la demande de mise à jour
ou de confirmation de données personnelles. Et là, on va vous demander de confirmer vos identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires. Donc là, on est un prétendu organisme public. Il y a eu une campagne de la part des impôts il y a quelques années avec une charte graphique très ressemblante qui, évidemment, vous proposait de régulariser la situation, etc. Donc ça, c'est une des possibilités encore bien présentes. On a l'éternel défaut de paiement ou problème de facturation. Donc là, évidemment, on a un caractère d'urgence, il faut régulariser rapidement et pouvoir évidemment se mettre en conformité. Donc là, sur ce cas de figure assez courant, dans le cas où vous ayez des problèmes de facturation, des défauts de paiement, on a d'autres canaux d'information qui entrent en compte. Donc typiquement, vous pouvez oublier complètement cette requête parce qu'elle ne vous arrivera pas par ce biais-là. Je pense à un découvert bancaire, vous aurez évidemment un appel rapide de votre conseiller qui vous informera et qui vous demandera évidemment l'origine et une résolution de l'incident plutôt par téléphone. Des demandes d'informations inattendues, ah oui, des remboursements, annulation de commandes, livraison. Là également, des campagnes Colosimo, DHL sur des suivis également de colis. Donc là, on est dans quelque chose qui est souvent un peu perturbant parce que ça peut très bien intervenir après une commande réelle. Elle en fait l'objet d'un suivi également de colis. Donc, le fait que ce soit conjugué peut parfois nous rendre un peu moins attentifs à ce genre de phénomène. Alors, une demande d'information contre cadeaux, jeux concours, etc. Donc, ça aussi, c'est un grand classique. Vous avez gagné, il vous faut cliquer. Alors, évidemment, les ficelles sont un peu plus grosses que sur le reste parce que vous ayez gagné une certaine somme alors que personnellement, vous n'avez joué à aucun jeu, ça peut paraître un peu gros. Ça l'est un peu moins quand on vous demande de régulariser une facture ou de suivre un colis. Donc, vous voyez, le niveau de vigilance, c'est aussi le motif qui le pousse. Maintenant, je vous rappelle que c'est adressé à un grand nombre. Donc, même si le pourcentage de clics favorables est faible, ça peut suffire largement à légitimer l'attaque. Demande de règlement, donc là c'est pour éviter la fermeture d'un accès, d'une perte de nom de domaine. Et là typiquement on joue sur la carte RGPD. Et comme le précisait Lilian en introduction, il est très difficile pour certaines entreprises d'affirmer qu'elles sont complètement en phase avec le volet RGPD. Donc là on va jouer sur le doute, sur le fait peut-être d'avoir oublié un des aspects de la RGPD et éventuellement voilà, d'être abusé de cette façon-là. Appel aux dons frauduleux également, donc là on est dans le caritatif et on va proposer de verser une somme au nom de tel organisme connu, souvent connu d'ailleurs, ayant pignon sur rue. Dans les derniers indicateurs, on a également l'appel à l'aide. Donc le cybercriminel se fait passer pour un proche. Donc ça, je vais l'illustrer après pour vraiment vous montrer comment ça s'opère, mais vous devez le connaître puisque vous avez déjà dû être touché par ce genre de tentative. Donc là, voilà, votre proche se trouve dans une situation désastreuse qui requiert votre aide financière, etc. Donc c'est une manière également de véhiculer l'attaque. Une chaîne d'email, alors ça a un petit peu disparu. C'était les chaînes qui vous proposaient de renvoyer à X personnes. C'était un appel à la solidarité et ça pouvait dissimuler une tentative de phishing. J'avoue qu'on le voit de moins en moins. Ça a vécu il y a quelques années. C'est plutôt en voie de disparition. Donc, vous voyez toujours les mêmes mécanismes. Ces indicateurs de fraude sont véhiculés de la même façon. Donc, on va identifier la cible. On va annoncer à la cible qu'on a une personne de confiance et on va évidemment partager l'information. Et vous voyez qu'on a tout un tas de vecteurs possibles pour pouvoir initier ce type d'attaque. Donc, comment repérer la tentative de fraude? Par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur le sujet, on va retenir des critères
fort pour ça. Et on va se poser la question de la destination. Est-ce que ce message est m'est réellement destiné? Est-ce qu'il est légitime? Et s'il est légitime, en allant un peu plus loin, est-ce qu'il invoque un thème ou un sujet qui est en cours de traitement dans le cadre de mon activité et qui est en phase avec ce qui m'est proposé? Donc, en ayant répondu à destination thème, déjà, on peut éliminer un certain nombre de tentatives. Connaissez-vous l'expéditeur? Donc ça paraît une évidence, mais j'avoue aussi qu'on reçoit des messages d'expéditeurs dont on ne connaît pas l'identité. Maintenant, il va quand même falloir, à minima, vérifier que le sujet est cohérent et que dans l'adresse email qui est annoncée, on est sur un nom de domaine réel et qui n'est pas un nom de domaine d'usurpation. Donc, on a vu les mécanismes tout à l'heure pour pouvoir disséquer l'origine de l'émetteur. Le niveau de langage, donc même si dans le spear phishing, le niveau de langage est de plus en plus conforme aux attentes, lorsqu'on a affaire, par exemple, à une lettre d'un organisme officiel, un message d'un organisme officiel, il est souvent rédigé avec les bonnes tournures, la bonne syntaxe, un niveau grammatical tout à fait correct. Et là, évidemment, il va être beaucoup plus difficile de détecter. Simplement, on peut avoir des fautes d'accord, c'est assez courant. Et là, évidemment, on va pouvoir détecter par ce biais-là la tentative. Vérification du lien présent dans le courrier, donc sa cohérence. Donc, en passant tout simplement la souris. Et puis, peut-être, si c'est un portail sur lequel on a l'habitude de se connecter, d'aller directement sur le portail sans passer par le lien et éviter ainsi une redirection de l'URL vers un site malveillant. La demande paraît-elle inhabituelle? Donc, évidemment, dès que la demande est exotique, même si elle émane de quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous travaillez éventuellement régulièrement, vous allez vérifier. Bon, si c'est un collègue, vous allez lui demander. Si c'est un prestataire, etc., éventuellement, vous passez un coup de fil au prestataire ou au client pour savoir si ça vient réellement de sa part ou pas. Les informations demandées sont-elles confidentielles? Mais voilà, on vous demande rarement des informations confidentielles, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez d'ores et déjà avoir un doute et éviter le sujet. Dans tous les cas de figure, si vous disposez d'une équipe informatique et en cas de doute avéré, bien vous pouvez également poser la question avant de faire quoi que ce soit sur le mail, pouvoir remonter l'information et demander un avis de manière à ce que ça puisse être analysé par une personne extérieure. Alors, les attaques qui vont jouer sur donc la partie culpabilité, empathie, ce sont des attaques qui sont reçues plutôt dans le cadre d'activités de messagerie individuelle. Et là, on va jouer soit sur le fait qu'on a piraté votre webcam, on vous a identifié, on vous a filmé et il vous faut payer une rançon parce que sinon, on va divulguer que vos habitudes vous poussent à aller sur des sites illégitimes. Donc ça, c'est un premier type d'arnaque qui a bien vécu ces derniers temps, qui a été remplacé récemment par une campagne gendarmerie, évidemment complètement factice et illégitime. Donc, dans tous les cas de figure, voilà, ce genre de message, vous le supprimez, vous n'en tenez pas compte et de toute façon, l'attaque est avérée et identifiée chez les experts de cybersécurité. Dans le second cas, en bas à droite, ça va être quelqu'un que vous connaissez, éventuellement que vous avez perdu de vue depuis quelque temps, qui reprend contact avec vous. Évidemment, elle n'a aucun autre moyen que la messagerie pour communiquer. Donc là, le but surtout, c'est de ne pas répondre parce que la réponse montre que votre adresse de messagerie est active et qu'en répondant au message, vous envoyez un signe fort à la personne qui a construit l'attaque. Et ce signe fort, c'est que vous avez un niveau de réceptivité qui est conforme à ce qu'il attend.
Donc, dans ces cas-là, si éventuellement vous connaissez la personne, vous lui en touchez 2 mots. On a tous eu des amis qui ont été impactés par ce genre de choses. Quand on les voit, éventuellement, on peut leur en toucher 2 mots, leur dire attention, je pense qu'il y a eu une tentative en ton nom, mais en aucun cas, on répond à ce genre de message. Alors, à éviter en tout cas dans ce type d'attaque, c'est que le courrier jouant un peu sur la culpabilité ou sur l'empathie, évidemment, il va vous mettre dans une zone peut-être de vigilance un peu moins importante. Également, dans certains cas, les attaques arrivent à leur fin parce que la personne n'est pas dans un état mental réceptif. C'est-à-dire que dans une situation de stress au travail ou de problématiques à l'extérieur, on est aussi une cible facile parce que nos réactions ne vont pas être celles que l'on aurait en temps normal. Et ça peut jouer également sur le fait que l'attaque aille jusqu'au bout. Donc, le texte peut impliquer une action rapide de votre part. Donc, c'est souvent le cas. C'est souvent impératif. Ça demande alors, soit une rançon, soit en tout cas un versement d'une certaine somme. Pas forcément de somme importante d'ailleurs. Il y a un caractère empathique dans certains cas. L'adresse de l'émetteur existe. Alors, bien sûr, c'est souvent par rebond par rapport à un carnet d'adresse de quelqu'un que vous connaissez. Donc, il y a légitimité de l'adresse, mais évidemment pas de l'émetteur, puisque dans ce cas-là, l'usurpation fait que c'est évidemment un malveillant qui se fait passer pour quelqu'un de votre entourage. Et l'action invite à envoyer des fonds via un moyen de paiement particulier. Alors oui, c'est toujours par le biais de moyens particuliers, de manière à ce que ça puisse être un versement fait en une fois, souvent vers des pays étrangers, etc. Donc, vous voyez, bon, ça c'est quelque chose qui vous touchera plus au niveau personnel, mais qui est encore bien répandu. Et comme je vous le précisais, le dernier type d'attaque se portait sur un message émanant de la gendarmerie, évidemment, avec ce que ça peut représenter comme caractère de stress derrière. Donc voilà pour cette partie-là. On va enchaîner sur la thématique suivante qui est le maintien des mises à jour sur le système. Et là, dans la continuité de la bonne gestion de sa boîte aux lettres, de ses habitudes sur la messagerie, en connaissance de cause par rapport aux attaques ransomware, on va s'appliquer en fait à avoir un œil averti par rapport à nos systèmes, quels que soient les systèmes. Alors, je parlais d'Android, iOS, tout type de système d'exploitation. Pourquoi? Parce que souvent, les vulnérabilités, évidemment, existent et on a un certain rythme de mise à jour qui nous est proposé par les différents éditeurs ou constructeurs. Le réflexe type, notamment sur nos téléphones, c'est de repousser la mise à jour. Alors, pour diverses raisons, parce qu'elle prend déjà un certain temps et qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. Parce que je pense notamment aux utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, elle intègre peut-être quelque chose d'un peu lourd qui va faire que notre équipement soit un peu moins réactif. Donc ça, c'est la grande peur des possesseurs d'iPhone notamment, que le téléphone devienne un peu moins réactif et soit, pourquoi pas, quelque part un peu alourdi par toutes ces mises à jour. Dans tous les cas de figure, repousser ces mises à jour n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que ces mises à jour sont mises à disposition en réaction de vulnérabilités identifiées. Donc, ça veut dire qu'on est dans la phase où, typiquement, votre système est vulnérable. Il est vulnérable et malgré tout, le correctif vous est proposé. Donc, le fait de l'appliquer est quelque part le fait d'amoindrir le risque et de ne pas se trouver dans une situation où on fait partie des victimes qui ont eu connaissance de la mise à jour, mais qui n'ont pas eu le temps ou pris le temps de le faire. Donc là, j'insiste, il est important de réaliser ces mises à jour. Évidemment, si vous avez une équipe informatique au sein de l'entreprise qui est à même de le faire et qui est en charge de la gestion des mises à jour,
Eh bien, globalement, sur les postes, sur les équipements, tout type d'équipement, les pare-feux, les serveurs, etc., les rythmes de mise à jour vont suivre. Sur vos postes, ça peut être évidemment poussé également automatiquement. Donc, à ce moment-là, comme la mise à jour est poussée automatiquement, votre poste va redémarrer et ensuite, il sera dans un état tout à fait satisfaisant de correctif. Si ce n'est pas le cas, il vous faut quelque part vous organiser cette partie-là en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, le collaborateur d'entreprise, au sein de son entreprise, a un rôle important en termes de sécurité puisqu'il est un acteur majeur. Et comme il est un acteur majeur de la sécurité de l'entreprise, il doit avoir une attitude également en phase avec ça. C'est-à-dire qu'il ne subit pas les éléments de sécurité, il en est un acteur à part entière. Donc, acteur à part entière, ça veut dire, ben voilà, je gère ma mise à jour. Si ça m'est demandé, je l'applique et à ce moment-là, je redémarre et j'ai la main sur mon système. Si ça ne m'est pas demandé, je vérifie l'état des mises à jour et j'évite que mon système soit à une version qui date d'un an ou d'un an et demi, puisque dans ce cas de figure, si réellement je n'ai pas géré cette mise à jour, ben je me retrouve avec un système énormément vulnérable et je pourrais potentiellement être victime d'une attaque. Pour ça, vous allez privilégier les sites Internet officiels des éditeurs. Donc, pas besoin d'aller sur un site alternatif ou un site miroir. Hein. Vous avez dû souvent voir cette expression de site miroir pour certaines mises à jour. Le mieux placé pour vous proposer la mise à jour, c'est l'éditeur lui-même. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette légitimité et de cette façon-là à garantir l'intégrité. Vous avez également la possibilité de prendre le renseignement en amont. Donc là, évidemment, ça va peut-être s'adresser à des entreprises dont les équipes prennent en charge également la sécurité des systèmes. Même si ça paraît implicite, on n'a pas toujours le temps d'avoir un œil averti sur des alertes de sécurité, sur des vulnérabilités en cours. Je vous ai donné en fait un lien vers le site du CERT-FR, hein, qui est le site du gouvernement, et qui recense, alors quasiment en temps réel, ça veut dire que c'est actualisé tous les jours s'il le faut, les alertes en cours, à quoi l'alerte est-elle liée. Donc, vous voyez que dans les thématiques, on a du Windows, on a de l'Apache, on a de l'Exchange, mais on a également un volet qui nous renvoie vers les constructeurs connus du marché, comme Cisco, Storm Shield et autres. Le but, ça va être de vérifier la vulnérabilité et de voir si l'éditeur met à disposition un correctif. Et dans ce cas-là, eh bien, vous aurez une attitude un peu proactive, c'est-à-dire que en ayant un œil averti sur ces éléments, vous allez, dans les meilleurs délais, pouvoir déployer le correctif et à ce moment-là, réduire votre surface d'exposition et le délai entre lequel le correctif est appliqué et fourni et l'attaque éventuelle. C'est-à-dire que si vous laissez un délai de 2 mois entre les deux, pendant 2 mois, quelque part, vous aurez une clé de Damoclès qui dira que potentiellement, vous avez identifié la vulnérabilité, vous ne l'avez pas corrigée, donc en toute connaissance de cause, vous savez que vous êtes sujet à une attaque éventuelle. Donc, chaque vulnérabilité est classée, on appelle ça des CVE. C'est un classement universel que vous allez retrouver partout, dans toutes les langues, et avec le même numéro de CVE pour chaque vulnérabilité. Et à ce moment-là, la CVE détermine le degré de gravité, une solution de contournement s'il n'y a pas de correctif, le correctif s'il existe, le risque associé avec l'impact et les systèmes affectés. Donc, c'est quelque chose d'assez synthétique. Simplement, c'est un très bon niveau, un très bon indicateur qui va vous permettre vraiment de traiter la vulnérabilité. Donc voilà, un niveau important, mise à jour sur tout type de périphérique, hein, donc tel qu'il soit, il est très important de faire suivre dans la mesure où, dans la plupart des cas, de toute façon, les lots de correctifs, notamment chez Microsoft, incluent principalement des correctifs de sécurité et rarement des correctifs qui vous apportent des fonctionnalités supplémentaires. Donc, sur les mises à jour, j'en ai terminé. Je vais passer sur la partie en fait sauvegarde.
parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le plus rationnel dans ce genre de cas de figure, c'est d'avoir une possibilité de réagir par rapport à l'attaque. L'attaque ayant été assumée par l'entreprise doit faire l'objet d'une réaction. Mais la réaction, comme je le disais tout à l'heure, ne doit pas être trop précipitée. Pourquoi ? Parce que dans le pire des cas, je n'aurai pas la certitude que l'élément que je souhaite restaurer n'inclut pas le malveillant qui a impacté mon système. C'est toujours un peu la question de départ à se poser. À quel niveau, justement, ma sauvegarde se situe et quelle est la qualité de restauration que je suis en droit d'attendre. Évidemment que pour traiter ces questions-là, d'autant plus dans le cas d'une attaque, je ne vais pas me poser ces questions au moment où l'attaque s'est produite et au moment où je dois restaurer et où j'ai le besoin d'une confiance absolue au contenu des sauvegardes réelles. Donc, les questions que je vais me poser, c'est en amont, quel type de sauvegarde je mets en œuvre en adéquation avec mes besoins, avec mon entreprise, avec mes moyens, pour pouvoir faire face à un besoin de restauration. Et à ce moment-là, eh bien, je vais me poser des questions de perte de données. Donc, à ce moment-là, danger majeur, numéro 1, la perte de données, suppression volontaire, involontaire, corruption, donc ça peut être le chiffrement, ou accidentel, ça peut être par exemple une unité de stockage défaillante qui ne me permettent plus d'accéder aux données. Donc ça va être la première des problématiques. Je traite le danger majeur qui est la perte de données. La seconde, c'est l'atteinte à l'intégrité. Et là, on parle d'altération. Donc, ça peut être, par exemple, dans le cas d'une base de données, une corruption de base qui s'étale dans le temps et qui rend ma base complètement instable au bout d'un moment. Et là, à ce moment, il va falloir évidemment garantir la précision, l'exactitude et validité des données dans le cycle de vie. Donc, peut-être que je vais mettre en place des mécanismes différents en fonction du degré critique de mon application. Typiquement, les questions que je vais me poser vont se porter autour de la nature de ma sauvegarde. Donc, en fonction de la quantité de données, je vais évaluer ce que je suis prêt quelque part à perdre en cas de corruption ou d'attaque. Alors, ce que je suis prêt à perdre, c'est ce que je vais être à même de restaurer et le delta mesuré entre ce qui aura été fait entre ce que j'aurais restauré et le moment de l'attaque. Typiquement, si je subis une attaque un lundi après-midi, j'ai la capacité à restaurer à la sauvegarde de la veille ou du vendredi s'il n'y a pas d'activité le week-end. Et à ce moment-là, mais j'aurais perdu la matinée du lundi dans l'opération de restauration. Donc, est-ce que ça, déjà, je suis en mesure de le supporter ? Souvent, quand on parle de plan de reprise d'activité, mais également de la sauvegarde, on se pose la question de RPO et RTO. Donc, on va évoquer deux cas de figure bien particuliers. On va évoquer un cas de figure qui est d'accord, quelle est la durée d'inactivité que mon entreprise est à même de supporter. Donc, à ce moment-là, je parle sur un critère de reprise. Et à ce moment-là, si c'est J+1, je mettrai en place des mécanismes à la fois de sauvegarde et de capacité à restaurer en adéquation avec ce J+1. Et l'autre question, ça va être quelle est la quantité de données que je suis prêt à perdre. Donc, typiquement, la saisie d'une journée ou au contraire, dans certains cas de figure, je vais me mettre dans une problématique de demi-journée. À ce moment-là, il me faudra avoir un mécanisme de sauvegarde intermédiaire. On a également des mécanismes de sauvegarde quasiment en continu, avec des clichés toutes les heures ou tous les 2 heures. Donc, vous voyez, je vais positionner le curseur qui va me permettre de savoir exactement ce à quoi je suis en droit de m'attendre dans le cas d'une restauration suite à une attaque cyber notamment. Donc,
dans la fréquence de sauvegarde, je vais pouvoir évaluer ma capacité à avoir une sauvegarde complète tous les jours. Ça, c'est une possibilité. C'est dépendant de quoi? De la plage de sauvegarde qui m'est allouée. Alors, plage de sauvegarde allouée, ça veut dire quoi? Ça veut dire le moment entre lequel mes collaborateurs arrêtent de travailler le soir et le moment, évidemment, où ils reprennent leur activité le lendemain matin. Dans certaines entreprises, on a des besoins et des contraintes plus élevées, où on va avoir des gens qui vont travailler en décalé et où il va être beaucoup plus délicat d'avoir une plage confortable de sauvegarde. Dans tous les cas de figure, il me faudra évaluer si cette plage correspond à la possibilité de faire une sauvegarde complète. La sauvegarde complète est surtout utile lorsqu'on a un volume de données, je dirais, plutôt restreint, qui nous autorise, dans la plage horaire nocturne, de réaliser cette complète tous les jours sans se poser de questions sur la volumétrie et la durée de la sauvegarde. Donc ça, c'est quasiment le scénario idéal. On réalise une copie totale des données tous les jours, on la stocke et on sait que de toute façon, en cas de problème, on saura restituer n'importe quel jour de la semaine, n'importe quelle machine, puisque la sauvegarde est complète. Si la volumétrie des données est beaucoup plus importante, on a deux possibilités. On va pouvoir prévoir une sauvegarde incrémentielle. Donc là, dans la sauvegarde incrémentielle, on propose d'enregistrer et de sauvegarder les données qui ont été créées ou modifiées depuis la dernière sauvegarde. Donc typiquement, je vais sauvegarder toutes les modifications qui ont été réalisées dans la journée, dans ma sauvegarde du soir. Et là, évidemment, on parle d'une volumétrie de données qui est moins importante. La sauvegarde va être plus rapide. Volumétrie moins importante, ça veut dire aussi voilà, un temps de traitement qui va être tout à fait correct. Et évidemment, sur ma destination de sauvegarde, je vais impacter nettement moins le stockage puisque je prends que le delta de modification. Cette restauration liée à la sauvegarde incrémentielle va me poser des problèmes de complexité. Pourquoi? Parce que chaque incrémentiel doit être traité individuellement pour pouvoir expliquer le cheminement depuis la sauvegarde complète. Donc, il y a un calcul qui est fait par le logiciel de sauvegarde qui va nous dire, bon, j'ai une complète de référence, il y a eu tout un tas de sauvegardes incrémentielles, je les lis de manière à pouvoir restaurer la machine qui est défaillante et que je souhaite récupérer de l'avant-veille, par exemple, à partir de mes médias de sauvegarde. Donc, il y a un côté confortable au jour le jour, il y a un côté un peu plus pénalisant dans la restauration. Et dans notre problématique d'attaque ransomware, souvent le critère délai de restauration devient un critère important parce que, évidemment, on a absorbé cette phase d'attaque, on a analysé, on est en phase maintenant où il nous faut absolument repartir à minima, reprendre l'activité, même en mode dégradé. Et ce caractère de complexité et de délai peut être un frein à considérer. Donc évidemment, c'est un cas de figure qui est à analyser d'une entreprise à l'autre, que chaque entreprise peut avoir des problématiques, des volumétries différentes. Donc il faut voir si c'est en phase avec vos objectifs dans le cadre d'une restauration. L'autre possibilité, c'est la sauvegarde différentielle. Et là, en fait, on est depuis les données créées et modifiées depuis la dernière sauvegarde complète. Donc, il y a un cumul, en fait, qui est fait. C'est-à-dire que la référence, ce n'est pas la dernière incrémentielle, mais c'est la dernière complète à chaque fois. Et donc, là, ça veut dire qu'on aura un delta de données modifié beaucoup plus important. Donc, on va être énormément consommateur en termes de stockage. Simplement, on va être simple et rapide à restaurer parce qu'on n'aura qu'un élément de référence qui va être ma différentielle par rapport à ma complète et non pas mes incrémentielles entre elles par rapport à la complète. Donc, vous voyez, là, on est sur un choix en fait qui est complètement différent, qui va traiter en fait les données, les machines de façon également à offrir une possibilité de restauration beaucoup plus rapide.
Donc, dans cette problématique réelle de restitution de données, au-delà du caractère intègre de la donnée, ce qui va être important, c'est d'avoir fait le bon choix en amont. Parce que quelque part, il sera trop tard pour considérer la façon dont on va restaurer si on est parti dans une problématique qui n'est pas forcément adaptée à l'entreprise. Donc, le travail de base, c'est de fixer réellement ces différents facteurs. Voilà, durée d'indisponibilité avant que mon entreprise soit en mauvaise posture. Donc, si c'est J+1, J+2, ben, c'est en connaissance de cause. Je sais que si je repars au bout de 2 jours, ben, finalement, l'impact sur l'entreprise sera limité. Ça peut être aussi l'inverse. Ben, voilà, si je suis bloqué une journée complète, j'ai un préjudice d'exploitation trop important. Donc, à ce moment-là, mais il me faudra mettre des mécanismes qui vont permettre de gérer des intervalles de sauvegarde qui vont m'autoriser à restaurer de manière, pourquoi pas, plus granulaire, plus rapide, et également avec une perte de données bien moins importante. Donc là, très important, l'étude préalable qui va me permettre de me mettre en phase avec mes objectifs réels qui sont ben voilà, de ne pas immobiliser l'entreprise plus de temps dans la mesure où j'aurais moi-même mesuré cet impact-là. Dans la problématique de sauvegarde, au-delà des considérations stratégiques liées à la sauvegarde elle-même, je vais avoir des questions également qui vont être liées au support. Dans la destination de sauvegarde, le support a son importance parce que le support va me permettre d'avoir, dans certains cas, des bénéfices performance. C'est-à-dire que je vais être capable de sauvegarder énormément de données dans des délais relativement courts. Dans certains cas, ma problématique, ça va être, pourquoi pas, d'avoir une volumétrie importante. Et à ce moment-là, ben, je serai peut-être un peu moins vigilant sur la performance, mais il me faudra une destination qui soit apte à répondre. Ma problématique, c'est aussi, pourquoi pas, d'externaliser. Et quand je dis pourquoi pas, c'est un prérequis. Il faut, dans tous les cas de figure, avoir une solution d'externalisation. Pourquoi ? Parce que dans le cas où ma solution de sauvegarde sur site présente un problème, il va falloir que je puisse m'appuyer sur un autre type de médias de manière à pouvoir restaurer mes données. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un peu la topologie de ce qui nous est proposé. Existe toujours, bien que considérée comme beaucoup comme obsolète, contraignante, dépassée, etc., la sauvegarde sur bande. La sauvegarde sur bande a des inconvénients, qui est que, bon, déjà, il faut disposer d'un équipement capable d'écrire sur bande, hein, donc il vous faut un lecteur, clairement. Et là, c'est un équipement, un investissement supplémentaire. Il faut changer la bande tous les jours, à intervalles réguliers. Il faut sécuriser la bande. Évidemment, on a des contraintes également liées aux volumétries où des fois, la bande n'est pas complètement adaptée. On en est quand même à un niveau de capacité important sur les bandes. Et bien souvent, c'est la solution qui permettra de restaurer, y compris à l'extérieur de vos locaux. Donc, ça reste, malgré toutes les considérations qu'on peut en avoir, un outil efficace et qui plus est rapide et robuste, puisque les banques sont réutilisées plusieurs fois. Et honnêtement, on a rarement connu de situation dans laquelle on était embêté avec ce type de médias. On a le disque dur mécanique, donc là, typiquement, support économique, l'écriture un peu plus lente. Donc, c'est les disques durs classiques qu'on va avoir, par exemple, sur un serveur. Pour une TPE, ça peut être un disque externe également, connecté en USB. Ça reste du mécanique, donc c'est beaucoup plus friable dans le temps également. Simplement, ça autorise à des coûts beaucoup plus optimisés le fait d'avoir une volumétrie importante. Ça peut être aussi, dans le cas d'un serveur de sauvegarde qui stockerait lui-même la destination de sauvegarde, une capacité à restaurer vraiment intéressante puisque toute la matière serait localisée au même endroit.
Si vraiment le disque mécanique ne suffit pas, on peut avoir des disques au format flash. À ce moment-là, le coût est plus élevé, bien sûr, mais on va être sur quelque chose de beaucoup plus performant. Rapidité d'accès, durée de vie et stabilité de plus en plus intéressante, puisqu'on est sur du durée de vie de 10 ans sur des disques entreprises. Et là, on va avoir une capacité à ce moment-là à restaurer qui va être vraiment puissante, hein, puisqu'on fait à peu près x10 par rapport à des disques classiques. Et si on a des besoins forts liés à un temps de traitement de la restauration de données, on pourra s'appuyer sur ces solutions. Je le rappelle, on est sur des solutions coûteuses, pas forcément adaptées aux PME, PMI, encore moins aux TPE, mais qui peuvent s'avérer intéressantes pour certains cas d'usage, sachant que dans une baie de stockage, par exemple, on peut très bien mixer des disques entre eux et offrir, pourquoi pas, un espace dédié à la sauvegarde d'un environnement particulier. On va pouvoir également sauvegarder dans le cloud. Donc ça, c'est une des possibilités intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on sait que nos données sont externalisées. Et elles sont externalisées dans un environnement qui va être complètement sécurisé, où on nous garantit une volumétrie qui correspond en général complètement à notre besoin. Donc là, on va choisir évidemment la nature de ce qui doit être stocké dans une sauvegarde cloud. Donc ça peut être très bien des fichiers, des dossiers relatifs à des applications, des bases de données, ou encore des machines virtuelles, de manière à le rendre accessible, pourquoi pas, via Internet. Alors, dans la considération de restauration, il faut aussi prendre en compte le fait que dans ce cas-là, on sollicite la bande passante. Donc, bande passante de votre lien Internet, ça peut vouloir dire que, évidemment, on est consommateur sur cet aspect-là et que ça peut être insuffisant dans certains cas. Pourquoi? Parce que votre lien Internet est un peu faible ou vous êtes dans une zone peu stable, où vous avez un besoin fort sur le lien Internet et finalement la sauvegarde vient se superposer avec ce besoin. Donc, il y a une vraie étude à ce niveau-là avant de se lancer parce que, évidemment, pour que ce soit efficace, il faut que vous ayez une certaine fiabilité au niveau de l'hébergement. Ça peut également, cette sauvegarde cloud, être utilisée en extrémité dans une problématique où vous déportez en fait un exemplaire de vos sauvegardes. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir l'exemplaire principal dans vos locaux et l'exemplaire de copie est déporté vers le cloud. Et là, vous êtes en sécurité puisque vous avez vraiment deux points différents avec une capacité à restaurer. Alors, un peu moins rapide côté cloud, mais de toute façon, sur lequel vous pouvez compter quand même, et beaucoup plus rapide en local, mais plus exposé si vous rencontrez un souci lié à l'intégrité des données. Donc, vous voyez, sur la façon de traiter tout ça, dans l'approche des sauvegardes, alors y compris quand les sauvegardes sont établies chez vous depuis un certain temps, qu'elles fonctionnent, que vous les éprouvez en rythme de croisière de temps en temps pour restaurer un fichier, il y a tout un tas de questions liées à une possibilité éventuelle de restauration de l'ensemble. Et là, je voulais insister sur un point également. Il vous faut régulièrement éprouver vos sauvegardes. C'est-à-dire que ce soit sur des critères de fichiers, de dossiers, il faut être en capacité à savoir si ce qu'on sauvegarde réellement est suffisamment fiable. Et le seul moyen, c'est de tester. Alors, vous pouvez le tester facilement lorsque ce sont des dossiers, des fichiers. Sur de la base de données, c'est un peu plus compliqué. Sur de l'environnement machine virtuelle également, si vous avez la capacité à vous faire accompagner, vous pouvez de temps à autre faire une campagne de restauration. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous appuyer sur votre prestataire pour qu'il puisse vous jouer ce scénario. Ça nécessite évidemment une machine de prêt. Et dans ce cas-là, vous redémarrez les machines virtuelles sur la machine de prêt et vous vérifiez les délais de restitution, l'intégrité de la restitution. Le meilleur des scénarios, c'est également de commencer à bâtir une petite procédure rédactionnelle et opérationnelle autour de ça. Ça permet de gagner du temps lorsqu'on gère cette opération dans l'urgence. La restauration n'est jamais anodine. Si vous avez déjà éprouvé
que vous avez déjà documenté, vous allez être plus à l'aise. Vous allez savoir ce qui fait qui, quel est l'ordre dans lequel on restaure les éléments, comment on teste finalement la cible restituée. Donc, vous voyez, c'est un peu se mettre en confort par rapport à ça et ne pas éprouver la restauration par rapport à la sauvegarde le jour où l'incident se produit et où on n'est pas dans un état réceptif là-dessus et où on a un besoin de performance et de délai de traitement. Donc, voilà, la finalité de tout ça, c'est de bien maîtriser ce que vous sauvegardez et de l'éprouver régulièrement, de ne pas se contenter de sauvegarder les éléments et de prendre pour argent comptant les résultats. J'en conclus là-dessus. Lilian, au niveau de timing, je ne sais pas trop où on en est. J'ai un peu débordé, non? Vous avez un petit peu débordé, oui. Ouais. Ouais, je suis désolé, je suis très bavard, désolé. Voilà, en conclusion, juste un petit focus pour vous dire que Infor-Sud est donc labellisé expert cyber auprès de l'ANSSI, donc on fait partie des 130 prestataires référencés. On travaille également avec Cyberrock sur ces sujets-là, qui est l'entité occitane de la prévention cyber. En termes de certification, on est CEH, c'est-à-dire certifié hacker éthique, ça nous autorise et ça légitime nos interventions dans le cadre des tests d'intrusion, des tests de vulnérabilité sur les systèmes. Voilà, je vous ai mis quelques liens utiles également. L'ANSSI, cybermalveillance en cas notamment de signalement de tentatives de fraude. L'ANSSI pour les bonnes pratiques. Le CESIN pour les statistiques. Cyberrock pour également identifier des prestataires, au même titre que la plateforme numérique de la CCI, qui nous permet d'identifier les bons prestataires numériques dans le bon territoire. Et mes coordonnées que vous avez là, si vous souhaitez prendre contact, approfondir certains sujets ou me parler de certaines problématiques. Donc, Lilian, je te laisse la main pour conclure peut-être et passer aux questions. Oui, parfait. Donc, merci beaucoup. Juste un petit complément, pouvoir pas mal échanger avec l'ANSSI et la gendarmerie. Aujourd'hui, la menace ransomware, c'est une des plus grosses menaces. Les entreprises, tout type d'entreprise est touché. Et je peux vous dire qu'on est sollicité quand même assez fréquemment là-dessus. Rémi Doudini me disait même qu'on avait une augmentation de près de 300% depuis le début du confinement. Donc, c'est quelque chose à prendre très, très au sérieux. Et la problématique majeure qu'on retrouve quand les entreprises ne veulent pas payer, c'est effectivement que les sauvegardes ne sont pas opérationnelles pour pouvoir remonter les systèmes. Donc, l'importance de la sauvegarde est majeure dans la partie préventive. Voilà, juste cette partie-là. Là, maintenant, je vous invite un peu à la partie questions-réponses. Donc, j'en ai déjà une qui me semble très bien parce qu'elle va nous permettre, Philippe, de lever un mythe. On entend souvent que les environnements Mac sont exclus de vulnérabilité et ne nécessitent pas d'antivirus. Personnellement, je ne partage pas cet avis, mais qu'en pensez-vous? Je n'ai pas compris le début de la question. Pas de souci. On entend souvent que les environnements Mac, donc Apple, sont exclus de vulnérabilité et ne nécessitent pas d'antivirus. Oui. Alors, là, on parle d'une problématique et d'un constat qui a été fait il y a 20 ans. Malheureusement, on est 20 ans plus tard et iPhone, iPad et autres périphériques est de plus en plus répandu sur la planète. Donc, ce qui fait la vulnérabilité notamment et potentiellement la cible d'une attaque, c'est le nombre de périphériques répandus globalement dans le monde. Et Mac, malheureusement, fait partie des candidats éligibles comme Android, puisque maintenant largement répandu. J'avoue que c'était moins le cas il y a quelques temps, lorsque ça s'adressait encore à des environnements particuliers, avec évidemment des OS qui étaient un peu moins exposés. J'ai en tête deux types d'attaques qui se produisent là sur les environnements Mac et qui touchent des vulnérabilités qui viennent d'être corrigées par
la dernière version de l'iOS. Donc, non, c'est un mythe, Mac est impacté. Au même titre que Linux, qui fournit un grand nombre de plateformes web, qui est passé devant Microsoft à ce sujet-là, et Android, qui équipe une bonne partie de notre flotte mondiale de smartphones. Donc, je confirme que le mythe ne tient plus. Bon, voilà, ça y est, c'est fait, c'est démystifié. Allez, deuxième question de la part de David. Bonjour. Juste une petite, est-ce que vous notez une recrudescence des ransomware de type Conti au niveau local, divulgation des données piratées en cas de refus de paiement, ou est-ce encore un phénomène marginal? Non, c'est pas marginal. Conti est en train de prendre la main là, vraiment sur les autres. Ça s'explique notamment par le fait que plusieurs groupes ransomware se sont organisés pour le déployer généreusement. Alors, évidemment, ça, c'est un vrai souci de fond parce que la portée des attaques va s'accentuer. Et également, je pense qu'on aura disponibilité en tant que ransomware as a service dans un délai très rapide. Donc, pour expliquer ce phénomène de ransomware as a service, on peut très bien acheter le kit ransomware sur le dark web de manière à pouvoir être opérateur soi-même de ce type de malveillance. Et Conti est un très bon candidat puisqu'il bénéficie de tous les mécanismes propices à ce genre d'attaque. Donc, je confirme qu'on est dans une configuration Conti de plus en plus avérée. Donc, effectivement, où il faut savoir comment agir pour pouvoir répondre à chaque fois à toutes ces problématiques. Je ne paye pas, mais à un moment donné, on me menace. Donc, il faut savoir comment agir et même me prévenir à ce moment-là. Tout à fait. Donc, ça veut dire s'assurer des mécanismes. Bon, je me reporte toujours à l'humain, savoir mettre l'humain dans de bonnes conditions dans ses activités pratiques du SI. Et puis derrière, on en revient toujours à la sauvegarde et aux mises à jour de correctifs. En fait, en respectant un peu toutes ces conditions-là, on va éviter d'être une cible trop facile. Le problème avec le ransomware, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas garantir qu'on passe à travers les mailles du filet. Donc, à défaut, il faut au moins avoir les bons mécanismes pour éviter de perdre trop de temps et d'avoir trop de préjudice dans l'opération. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'en ai une aujourd'hui pour un peu là-dessus. On est bien d'accord aujourd'hui que l'attaque ransomware, elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle évolue, mais elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle ne fait qu'évoluer, oui. Elle ne fait qu'évoluer. Le nombre de groupes ransomware évolue également. On a également en proportion un monde du cybercrime qui est pourtant sous surveillance, puisque on a un des groupes, le groupe Revol, qui a été en fait démantelé par les autorités russes. Il y a un vrai travail entre également les polices du monde pour ça. Même si ça peut paraître paradoxal par rapport aux intérêts politiques, il y a quand même un niveau de collaboration. Maintenant, on n'arrivera pas à endiguer des groupes qui possèdent une puissance de frappe financière apte à les faire évoluer et à augmenter le nombre d'attaques. Donc, je pense il y a une recrudescence et on sait qu'on est sur un niveau élevé, que sur l'année 2022, on va rester sur cette tendance-là. Allez, deux autres questions sont arrivées entre-temps. Les sauvegardes sur serveur sont-elles aussi vulnérables que l'ordinateur sur lequel on travaille? Et si oui, comment les protéger? Alors, la sauvegarde sur serveur, puisqu'elle est souvent à destination donc d'un espace de stockage, à minima, doit être chiffrée. C'est-à-dire que la destination de sauvegarde, qui est souvent un partage accessible, peut, à l'aide du logiciel de sauvegarde, offrir un niveau
d'échange qui permettent de chiffrer l'accès de manière à ce que la destination soit préservée. Mais attention, il existe des souches de ransomware qui, dans un premier temps, s'attaquent à la solution de sauvegarde. Alors notamment à la solution Vim, qui est une excellente solution, qui est fortement répandue et qui donc, au même titre que les plateformes iOS Apple, est exposée également. Et le ransomware, en fait, le malveillant qui embarquait le ransomware, désactivait complètement l'antivirus et le rendait inaccessible et vraiment inopérant. Donc, la sauvegarde sur disque à minima chiffrée nous protège contre un premier niveau d'attaque, mais dans l'absolu, il faudrait tout de même qu'on ait un exemplaire de la sauvegarde qui soit déporté et externalisé. C'est réellement le moyen de se garantir. Donc, dans le cadre d'une sauvegarde sur disque, ça pourrait être par exemple une seconde destination sur un serveur NAS dont le partage ne serait pas actif en permanence. Et ça peut être également la bande qui permet d'avoir un média déconnecté et donc non exposé à ce type d'attaque. Donc, malgré les mécanismes qui avaient été imaginés par les éditeurs de sauvegarde, les groupes ransomware et malveillants étant également bien organisés, bien outillés, on doit aller un peu plus loin dans la démarche pour garantir qu'on sera en capacité de restaurer nos données dans de bonnes conditions. Alors, question très intéressante, justement qui fait une très bonne transition avec ce qu'on vient de dire. Est-ce que les PME qui ont opté pour tout tout SaaS et tout cloud sont aussi sujettes au piratage et au ransomware? Alors, la réponse, c'est qu'en hébergeant complètement en mode SaaS ou sur un autre type d'hébergement cloud, quelque part, on délègue la sécurité à notre hébergeur. Donc, en déléguant à notre hébergeur, on se réfère typiquement au contrat qui est établi entre nous, entreprise, et l'hébergeur. Donc, quelque part, il faudrait être certain que dans les mécanismes décrits par l'hébergeur pour garantir l'intégrité des données, on soit bien en phase avec des critères de sécurité conformes à nos attentes. C'est bien le problème. Le problème de tout ça, c'est de se dire quel est le niveau de sécurité et de traitement des sauvegardes que j'ai retenu dans le cadre de mon contrat. Je prends un exemple simple. L'incendie rencontré par OVH il y a quelques mois a été un exemple du fait que si l'on ne prend pas l'option avancée de redondance de site, de récupération des serveurs dans un délai imparti, eh bien, on se retrouve avec un système qui peut être inopérant pendant plus d'une semaine. Donc, l'hébergement SaaS et cloud n'est pas un problème en soi si on a correctement évalué ce que l'hébergeur est prêt à nous offrir en termes de sécurité, mais surtout en capacité à restaurer nos données. Sur de l'hébergement de boîtes mail, par exemple, que ce soit des boîtes mail Orange Business ou côté Office 365, on a un niveau de backup qui est néant. C'est-à-dire que sur l'offre de base, on n'inclut pas la possibilité de restaurer tout ou partie du contenu. Donc, il faut être sûr que l'offre SaaS, même si elle peut être attractive en termes de tarifs au départ, est bien en adéquation avec nos objectifs qui sont d'avoir un système résilient, sécurisé, mais également qui nous offre une capacité de retour arrière. Donc, si l'hébergement SaaS est éclaté sur plusieurs éditeurs, par exemple, dans le cas de logiciels, eh bien, il faudrait s'inquiéter de ce que chaque éditeur est en mesure de vous apporter en cas de problème, que ce soit un problème ransom ou autre. Et à ce moment-là, je pense que c'est dans les conditions contractuelles. Si ça ne l'est pas, je vous invite à le vérifier rapidement, de manière à ne pas imaginer que vous soyez couvert en cas 2 et que ce ne soit pas du tout le cas, puisque vous seriez sur une offre basique où
tout simplement sur le fait que le processus de retour arrière des données de l'éditeur soit figé et ne vous permette pas d'aller plus loin. Oui, tout à fait. Je rajouterai en plus un petit point qui ne mange pas de pain, qui est aussi de demander par rapport à ces éditeurs où est-ce qu'ils en sont de leur conformité RGPD. Vu que vous devez prouver, vous, que vous avez fait quand même la démarche auprès de vos Oui, fournisseurs. complètement. Et Oui, oui. Et cela, si jamais il y avait un problème, cela amoindra votre responsabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans votre choix de prestataire, vous êtes co-responsable du prestataire que vous avez choisi. Exactement. C'est un couple qui est pris à partie dans le cas d'un litige. Vous pouvez également, si vous avez des doutes en termes de sécurité du point d'entrée de l'hébergeur, missionner les entreprises pour réaliser des tests d'intrusion qui éprouveront le système et qui vous donneront déjà un premier niveau sur la sécurité et sur ce que vous êtes en droit d'attendre de l'hébergeur. Mais dans tous les cas de figure, voilà, ce qui est contractuel est important et c'est ce qu'il faut retenir dans tout ça. Oui, c'est aussi un moyen de se protéger d'une autre manière. Donc, il ne faut pas le prendre à la légère. Complètement. Avez-vous d'autres questions? Eh bien, on dirait que Philippe, tu as été le plus complet possible. Je vois qu'aujourd'hui, non. Eh bien, super. On vous remercie d'être venu sur ce webinaire. Je remercie Philippe et InforSud aussi pour la qualité de ces échanges. N'oubliez pas de remplir le questionnaire satisfaction si vous voulez qu'on vous envoie le replay et le